Nous voilà fin prêts pour cette troisième et dernière partie de la gestion des archives courantes et intermédiaires qui se penche sur les documents numériques. Donc le premier focus sur la question de l'archivage des documents numériques, puisque M. Di Pretoro reviendra sur les solutions techniques et les paramètres à prendre en compte, et ça dans le cadre de ce cours du bloc 3. Donc, dans cette introduction à certaines problématiques liées à la gestion et à la conservation des documents numériques, on va surtout s'attarder sur le classement numérique, sur les formats et sur la signature électronique. Organiser un classement numérique, il existe deux possibilités pour ce faire, c'est d'utiliser le classement du système d'exploitation ou c'est d'utiliser une solution d'archivage électronique ou de record management, et donc un logiciel. Pour rappel, l'idéal, c'est que le plan de classement reflète le plan de classement papier qui existerait éventuellement. Dans un contexte d'archivage, il ne faut pas perdre de vue qu'un format courant n'est pas forcément pertinent pour de la conservation à long terme. Le rôle de l'archiviste ou du record manager, c'est aussi de réfléchir à cet aspect de pérennisation du document. Dans les formats de sauvegarde versus les formats de conservation qu'on retrouve, donc pour un document de type texte, on va avoir comme document de sauvegarde un .doc, un OpenOffice, RTF, TXT, tandis qu'en format d'archivage structuré, on parlera plutôt d'XML et d'ODT, et de non structuré, on parlera plutôt de TXT ou de PDF. Idem pour les documents de présentation, les tableurs, les bases de données, vous avez à chaque fois des formats de sauvegarde et leur format d'archivage correspondant. Toujours dans cette dualité format de sauvegarde et format de conservation, le contenu d'un fichier de départ, ici il s'agit d'un simple document créé dans Excel. Nous avons des informations, titre, auteur, éditeur. Dans les propriétés de ce document Excel, on va retrouver les métadonnées. L'archiviste, il a un intérêt à conserver la forme du document, mais aussi son contexte, donc les métadonnées qui ont été générées. Parce que ces métadonnées contiennent des informations sur la production du document. On va cependant noter aussi qu'imprimer un document bureautique ne va pas permettre de sauvegarder une partie des informations qu'il contient, donc le contenu du fichier, puisque les métadonnées qui vont accompagner ce contenu ne sont pas transcrites. Le fichier Excel de départ est ici ouvert avec un simple éditeur de texte, et donc on se rend compte qu'on est tout à fait dépendant de l'existence d'un programme qui serait capable de lire le fichier de départ pour visualiser son contenu. Aujourd'hui, c'est toujours possible, mais si on se pose la question du document Excel et du format XLS dans 100 ans, est-ce qu'il y aura toujours des programmes qui vont être capables de le lire? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fera des formats peu connus et qui sont moins répandus? Alors ici, on a enregistré un fichier en ODT, donc en format ouvert, et puis on l'a ouvert avec un simple éditeur de texte. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a des balises. Donc c'est un langage de balisage XML qui va structurer le document et qui finalement entoure en quelque sorte les valeurs encodées. C'est beaucoup plus facilement réutilisable si jamais les logiciels qui devaient permettre de lire correctement ces fichiers n'existaient plus. Ici, on est face à un fichier enregistré en CSV et ensuite ouvert avec un simple éditeur de texte. Ce qu'on constate, c'est que les valeurs sont séparées par le signe point-virgule et donc ça les rend facilement réutilisables. Alors, quand on veut choisir un format d'archivage, à quoi faut-il penser? Alors ici, on vous donne quelques conseils. Un format d'archivage, s'il est défini par une norme européenne ou internationale, c'est peut-être une meilleure orientation à prendre.
C'est peut-être aussi de documenter sur les spécificités de la norme accessible. C'est idéalement de choisir un format qui est largement utilisé. C'est aussi de choisir un format qui est stable et qui n'est pas renouvelé trop souvent. Idéalement, c'est de voir que deux logiciels ou un logiciel open source permet son affichage et l'impression de son contenu. Également de voir s'il n'y a pas une licence à payer chaque année ou chaque mois. Et idéalement aussi de limiter autant que possible la diversité des formats. Alors, avec l'arrivée des documents numériques, est arrivée depuis une dizaine d'années également la possibilité de signer électroniquement des documents. Donc, il ne s'agit pas d'y apposer un scan de la signature manuelle, mais bien de s'authentifier en tant que producteur du document via la génération d'une clé chiffrée. Donc, sans entrer dans les détails, la validité de la signature est confirmée par une autorité de certification. Donc, on peut signer des documents Word ou PDF avec un lecteur de carte d'identité électronique branché sur l'ordinateur. On introduit sa carte et son code PIN. Et l'idée ici, c'est de donner au document une valeur probante. Donc, le caractère est convaincant aux yeux d'un juge et il est valable aux yeux d'un juge. La version numérique d'un original, qui est par la suite détruit, risque de ne pas avoir une valeur probante suffisante, puisqu'il s'agit d'une copie et non de l'original. Donc il ne faut pas oublier, lorsqu'on gère des documents d'activité, tout cet aspect juridique. Donc, rappel des deux objectifs de la signature électronique, c'est d'identifier avec certitude le signataire d'un document et de garantir la non-altération du document entre la signature du producteur et la consultation du destinataire. Alors pour être un peu plus précis, que va permettre cette signature électronique? Elle va permettre de garantir l'authenticité, la non-falsifiabilité, la non-réutilisabilité, l'inaliénabilité et l'irrévocabilité du document. Deux grands questionnements pour l'archiviste à l'heure actuelle, c'est quand ces archives courantes ou intermédiaires deviendront des archives patrimoniales définitives. Première question, comment conserver la signature électronique alors qu'il faudra convertir le document dans un autre format afin de lui-même le conserver. Puis ensuite, avec l'évolution des performances de calcul des ordinateurs, on peut imaginer qu'un algorithme de cryptage sécurisé aujourd'hui soit un jour cassé. Donc comment va-t-on dès lors garantir l'authenticité d'un document numérique? Parmi les nombreuses normes et recommandations qui sont relatives à l'archivage électronique, parmi celles qui ont été publiées ces dernières années, ce schéma devrait vous permettre de vous rendre compte de la complexité de cette matière parce que les normes sont nombreuses, certaines sont plus ou moins pertinentes selon les cas de figure, il peut parfois être compliqué de s'y repérer. Donc on approfondira certaines d'entre elles en troisième année, et là c'est plutôt vraiment à titre indicatif qu'on vous fait part de ces normes d'archivage. Ça pourrait néanmoins vous intéresser si vous avez un TFE qui traite d'archives, et vous pourriez peut-être vous baser sur l'une ou l'autre de ces normes. Pour conclure ce troisième chapitre, on va essayer de déterminer qui est finalement responsable du bon archivage des documents électroniques qui sont produits dans l'institution. On va se rendre compte que l'archivage devient une problématique multidisciplinaire et que les responsabilités sont plurielles. On a d'une part le créateur du document, qui, comme son nom l'indique, a créé le document. On a l'institution dans laquelle le document est produit, et qui devra s'appeler à communiquer des règles, à donner des moyens, à veiller à organiser des formations pour permettre de produire correctement les documents électroniques. Nous aurons également le record manager et l'archiviste qui auront une responsabilité puisqu'ils veilleront à l'application des normes et aux bonnes pratiques dans l'institution. Et enfin, le service technique, ce qu'on appelle couramment l'ICT, qui va collaborer avec l'archiviste et le record manager pour mettre en place des solutions de stockage et de conservation. Donc un bon archivage, c'est la collaboration de ces différentes personnes qui couvrent différentes finalement disciplines. Et on se retrouvera pour le chapitre 4.